23. 0 heure de Moscou le 8 novembre 2025. Les sirènes d'alerte aérienne hurlent dans la banlieue ouest de Moscou. Sur les écrans radars d'une batterie de défense aérienne, Punker SAS. Les opérateurs sont confrontés à un cauchemar, 40 et petites cibles se déplaçant rapidement apparues de nulle part. Il s'agissait de la plus importante frappe aérienne jamais menée contre l'arrogance de la Russie. Car plus tôt dans la journée à 18 heures, Poutine avait déclenché une crise de colère de 50 millions de dollars, une vague massive de drones et de missiles visant le réseau électrique ukrainien. L'attaque a plongé Kiev dans le noir pendant 12 heures, tandis que la télévision d'État russe célébrait en se moquant des souffrances de l'Ukraine. Mais cette célébration allait leur coûter cher, car elle venait de déclencher une vengeance féroce et brutale de la part de l'Ukraine. Une équipe des forces spéciales ukrainiennes infiltrée en Russie se mit en position à seulement 25 km de Moscou. Leur véhicule, un vieux camion de transport de pommes de terre, s'apprêtait à larguer 40 drones FPV calibrés. L'appât du piège. À 22h45, le panneau latéral d'un vieux camion s'ouvrit dans un léger grincement éclairé, seulement par la lueur verte d'un ordinateur portable. Un opérateur des forces spéciales ukrainiennes hocha brièvement la tête. Un à un des drones, calibrés FPV de 47 pouces des colibris, furent lancés à la main dans l'air froid de la nuit. Un instant, ils survolèrent un essaim de frelons en colère qui s'organisaient. Puis, en formation parfaite, ils filèrent à toute vitesse vers la lueur lointaine de Moscou. À 23 heures précises, ils franchirent la ligne. Les systèmes S-400, les prédateurs suprêmes du ciel, les verrouillèrent immédiatement. Pour leurs opérateurs hautement qualifiés, les cibles paraissent maladroites, presque amateurs, un acte de désespoir. Ils ont été entraînés à traquer des bombardiers valant des milliards de dollars. C'est un jeu d'enfant. Un commandant russe débordant de confiance donne l'ordre d'engager le combat. Il n'y a pas la moindre hésitation. D'énormes missiles. 41-6. Chacun de la taille d'un poteau téléphonique et d'une valeur de plusieurs millions s'allume et file dans le ciel à Mach 12. C'est l'équivalent stratégique d'utiliser une Lamborghini flambant neuve pour faire une simple course au magasin du coin. L'effet est instantané. 20 de ces minuscules drones, CBR à 500 $, sont tout simplement anéantis, vaporisés par des ondes de choc conçues pour détruire des avions sur chasse. Sur les radars russes, la moitié de la menace disparaît en un instant. Une victoire nette et sans appel. Mais au centre de commandement ukrainien, pas de panique. On la célèbre même comme un succès. Le S-400 vient de gaspiller une fortune à neutraliser le NATS. La couche la plus coûteuse du système de défense de Moscou a réagi exactement comme prévu, avec une force arrogante, écrasante et incroyablement coûteuse. C'est maintenant au tour de la couche suivante. Les 20 drones calibrés survivants progressent à présent à portée des systèmes Panzer S. Un pilier de la défense aérienne rapproché de Moscou. C'est là que la véritable supercherie commence. Les opérateurs ukrainiens actionnent un interrupteur. Les signatures électroniques rudimentaires du drone se transforment soudainement. Grâce à un logiciel de leurre sophistiqué, chaque drone commence à diffuser un signal complexe conçu pour imiter une cible beaucoup plus grande et plus importante, un missile de croisière, voire un hélicoptère volant à basse altitude. Pour les équipes d'intervention, la situation passe d'un simple désagrément à une crise majeure en l'espace de 3 secondes. Les algorithmes signalent une priorité absolue. Les opérateurs humains, nourris de paranoïa et de procédures rigides n'ont pas le temps de remettre en question le système. Ce dernier est conçu pour tirer d'abord et poser des questions ensuite. Ils font exactement ce sur quoi les Ukrainiens comptaient, ils paniquent et tirent à vue. Une voix grésille probablement dans les communications. Instantanément, le système obéit. Des dizaines de missiles. 9 M. 311 sont lancés par les batteries Panzer dans une fureur aveugle. Chaque roquette coûte autant qu'une Mercedes neuve. Le ciel nocturne est sillonné de traînées de feu, mais le système de ciblage sophistiqué du Panzer ne vise plus les drones. Il vise des données fantômes, des entités numériques créées par des programmeurs ukrainiens. En 90 secondes, le chaos est terminé. Le dernier drone calibré est abattu.
Les équipes russes, voyant leurs écrans se dégager enfin soulagées, elles ont épuisé près de la moitié de leurs missiles. En moins de 2 minutes, 20 roquettes parties à la poursuite de fantômes. C'est la victoire. Le maire de Moscou, Sergei Sohan, probablement en train de recevoir un rapport, publie un message triomphant sur Telegram. Une attaque menée par un essaim de drones inhabituel a été complètement repoussée par nos vaillantes forces de défense aérienne. La situation est sous contrôle. Ils croient avoir gagné la bataille. Ils ignorent qu'ils viennent de perdre la partie d'échecs. Car pendant qu'ils s'évertuaient à tirer sur des fantômes, leurs lance-missiles sont désormais vides. Et la véritable tempête est sur le point de se déchaîner à l'horizon. 60 drones. Le dit lancé depuis Sunomi il y a 2 heures, ils ont emprunté un itinéraire complètement différent. Pendant que les calibres jouaient au matador avec les défenses de Moscou, les Houthis s'infiltraient discrètement par la porte de derrière. Ils volent à moins de 150 mètres d'altitude en utilisant les oléoducs russes comme balises de navigation personnelle, restant ainsi sous l'horizon radar. Mais l'heure est venue de grimper. L'heure est à l'assaut final. Alors que les équipages de chasseurs de Panzers rechargent leurs armes, leurs écrans se rallument et 60 nouvelles cibles bien plus imposantes, cette fois apparaissent simultanément à l'ouest. L'ambiance triomphante du bunker de commandement russe s'évapore instantanément, remplacée par une terreur glaciale et viscérale. Ils ont été dupés. La première vague n'était pas l'attaque, ce n'était que la sonnette. Voilà la vraie tempête. Alors que le système de défense antimissile Panker peine encore à se recharger, la défense de Moscou repose sur ses derniers moyens. La portée réduite des missiles M2 est redoutable. Ces engins sont les ultimes remparts et ne ratent jamais leur cible. Les 60 drones Houthis, désormais hors de leur cachette, rompent les formations et se dispersent. Leur réseau maillé fonctionne à plein régime, attribuant à chaque drone une trajectoire de vol chaotique unique. C'est comme une volée d'oiseaux tentant d'échapper à un coup de fusil. Dans le bunker de commandement ukrainien, les opérateurs, les yeux rivés sur leurs écrans, blanchissent sous l'effort. Ils assistent en direct à un jeu de mathématiques matière mortelle. Les systèmes de guidage déchaînent l'enfer. Des missiles sont lancés dans la nuit. Chacun atteint sa cible. Un libouti explose, puis un autre et encore un autre. Le ciel est jonché des boules de feu des drones ukrainiens détruits. Les opérateurs assistent impuissants à la disparition de leurs appareils qui diminuent à une vitesse terrifiante. Il reste 50 drones. 40, 30. Ils ont perdu 34 drones en moins de 2 minutes. 34 drones d'attaque de pointe et les millions de dollars qu'ils représentent réduits en miettes. La défense russe tient bon. L'attaque est au bord de l'échec total. Alors que les systèmes de surveillance semblent sur le point de les anéantir, une nouvelle menace invisible fait son apparition. Le Kremlin ne plaisante plus. Il déploie son atout maître, le système de guerre électronique Kasuga 4. Imaginez un tsunami d'énergie radio pure, une attaque de force brute conçue pour une seule chose: assourdir et aveugler tout ce qui vole. Sur les écrans des opérateurs ukrainiens, l'effet est instantané et catastrophique. Les flux vidéo d'une netteté cristalline se transforment en un véritable déluge de parasites. 80% des drones restants cessent d'émettre simultanément. Dans le bunker de commandement ukrainien, un souffle collectif se fait entendre. Pour les opérateurs, c'est le pire des cauchemars. Ils sont devenus les victimes collatérales de leur propre attaque à plusieurs millions de dollars. Les drones survolent désormais à l'aveugle, sans voix ni capacité de réaction, la ville la plus lourdement défendue de la planète. Mais ce n'est pas une surprise. C'est le scénario apocalyptique que tout le système a été conçu pour contrer. Les officiers de guerre électroniques russes scrutent sans doute leurs écrans, s'attendant à voir une vingtaine de drones s'écraser au sol. Au lieu de cela, ils observent un phénomène qui contredit leur manuel d'entraînement. Les drones ne tombent pas. Ils ne se dispersent pas. Ils continuent de voler. Car le cerveau de l'ESM n'est plus au sol en Ukraine. Il est dans les airs, au-dessus de Moscou. Coupés de leur maître, les drones, grâce à leur protocole de réseau maillé, fonctionnent à plein régime. Imaginez-les moins comme une flotte d'avions que comme un banc de poissons. Lorsque le requin attaque, le banc ne se désintègre pas. Il se resserre instinctivement, se déplaçant comme un seul homme. Une conversation fantomatique à grande vitesse se déroule entre les drones. Ils partagent des données de capteurs, triangulent leur position à l'aide des dernières de coordonnées GPS connues
et les recoupent avec celles de leurs propres gyroscopes internes. L'ESM s'adapte en temps réel, les drones partagent des données. Partagent des données de capteurs triangulant leur position comme un système nerveux vivant défiant le brouillage. Ils tissent un nouveau système nerveux numérique à partir du chaos. C'est l'équivalent pour les machines du courage sur le champ de bataille. Les opérateurs russes ne peuvent qu'assister stupéfaits et incrédules. Leur coûteux interrupteur d'arrêt d'urgence a rendu l'âme. Ils ont déchaîné un véritable ouragan sur l'essaim et celui-ci a tenu bon. À travers la tempête de missiles et le mur invisible de brouillage, une poignée de survivants parvient à percer le blitz électronique. Pas 20, pas 10, seulement 6. 6 drones, Leotucci endommagés, mais toujours en état de vol, ont franchi le dernier périmètre de défense de Moscou. Tous les missiles intelligents sont épuisés. Les brouilleurs sophistiqués ont été déjoués. La dernière ligne de défense, c'est la puissance de feu mécanique la plus primitive qui soit. Il ne reste que les canons de 30 mm du système de défense antimissile de dernier recours stationnés en périphérie de la ville. La nuit est déchirée par le grondement guttural des mitrailleuses Gatling. Des traînées de balles traçantes rouges sillonnent le ciel. Un dernier déluge de plomb brûlant. Ce n'est pas de la précision, c'est du volume. Les canons créent un mur d'acier volant. 4 des 6 drones foncent droit dans ce hachoir à viande. Ils sont déchiquetés en plein vol. Leur fuselage composite se désintègre dans des éclairs spectaculaires. Les débris retombent sans danger sur les abords boisés de Kopavna. 2 drones parviennent à traverser la tempête de grêle. Deuxièmement, ils sont endommagés et laissent derrière eux une traînée de fumée. Mais ils volent toujours et se trouvent maintenant directement au-dessus de leur cible principale, les immenses dépôts de carburant de l'aéroport international de Cherepovets et le nœud critique de l'oléoduc Transneft à Zelenograd. Ils entament leur descente finale. Tandis que les canons s'agitaient frénétiquement pour un nouveau tir, les opérateurs ukrainiens, qui venaient de rétablir une connexion instable et vacillante, lancèrent leur ultime manœuvre. Pas besoin d'un tir direct, pas besoin d'une explosion massive. Il leur suffisait de s'approcher. Les 2 derniers drones sont criblés de tirs de canon à quelques centaines de mètres seulement au-dessus de leur cible. Ils n'explosent pas en une boule de feu. Ils se désintègrent simplement sous la pluie de projectiles. Un général russe, quelque part sur un écran, doit sans doute pousser un soupir de soulagement. Les menaces sont neutralisées. L'attaque est terminée. Un silence pesant s'installe. Les sirènes s'éteignent. Le grondement des canons cesse. Dans les centres de commandement russes, un soupir de soulagement collectif se fait entendre. 98 cibles ennemies sur 100 ont été détruites. Selon leurs critères, c'est un succès spectaculaire, une victoire à 98%. Ils n'ont tout simplement pas encore compris que l'Ukraine ne visait qu'une victoire à 2%. Le cadeau n'était pas l'ogive de 4,5 kg embarqué dans chaque drone, mais le drone lui-même. En réalité, on se retrouve avec un projectile cinétique de 32 kg. Prenez une ogive non explosée, ajoutez-y la puissance de feu de cette batterie massive et incorporez le tout à une vitesse de plus de 100 mètres par heure. Voilà la recette d'un chaos indescriptible. Ce n'est pas une bombe, c'est un missile cinétique. À l'aéroport international de Cherbourg, l'un des hubs aériens les plus fréquentés au monde, l'épave du premier drone s'est écrasée non pas sur une piste, mais directement sur la station de pompage principale des immenses réservoirs de stockage de carburant d'aviation de l'aéroport. La charge explosive de 4,5 kg explose. Mais ce sont l'énergie cinétique et l'incendie de carburant qui s'ensuit qui causent les dégâts les plus importants. Un petit incendie, mais à un endroit critique, se déclare. Il ne détruit pas le dépôt, mais déclenche instantanément tous les systèmes de sécurité automatisés. Des canons à mousse géants s'activent. Les vannes d'arrêt d'urgence se ferment brutalement. Tout le système de ravitaillement de l'aéroport s'arrête. Simultanément, à 20 mètres de là, à Zelenograd, les débris du second drone s'abattent sur le nœud de l'oléoduc Transneft, une artère vitale qui achemine 500 barils de pétrole par jour. L'impact provoque la rupture d'une conduite d'alimentation secondaire. Il ne s'agit pas d'une explosion catastrophique, mais d'une intervention chirurgicale. La fuite s'enflamme, créant un panache de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde.
L'ensemble du tronçon de pipeline est placé en confinement d'urgence. L'effet immédiat est le chaos. À Sheramet, tous les vols sont cloués au sol. Pendant les 2 heures qui suivent, l'aéroport est complètement paralysé, provoquant un retard en cascade qui annulera plus de 50 vols et perturbera le trafic aérien européen pour le lendemain. L'impact psychologique est encore plus important. À Moscou, la fête est terminée. Sur les réseaux sociaux, ces feux d'artifice sont désormais surnommés, avec ironie, feux d'artifice inversés, suite à la diffusion virale des vidéos montrant l'oléoduc en feu. Le son des sirènes, autrefois une abstraction lointaine de la guerre, est désormais une réalité dans la capitale. Et ce n'est pas la première fois. Et bien, n'est pas la première fois. Le Kremlin aurait dû tirer les leçons de l'attaque de drones choquante de l'année dernière qui a littéralement touché le toit du Kremlin. Après cet affront, ils ont dépensé des milliards pour renforcer les défenses de Moscou, tapissant les toits des bâtiments gouvernementaux de systèmes antipaniques. Ils juraient que la capitale était désormais imprenable. Mais ce soir a prouvé que tout ce matériel coûteux n'était qu'une illusion. L'Ukraine n'a pas cherché à franchir le même mur. Elle a simplement trouvé une manière plus astucieuse de le contourner. Le message est clair et terrifiant. La guerre est de retour chez nous. La bulle de normalité soigneusement construite par Poutine vient d'éclater sous l'effet de quelques kilos de métal et d'une stratégie brillante. Voyons maintenant le bilan final. La belle et brutale mathématique de la guerre asymétrique. La Russie aurait dépensé environ 50 millions de dollars pour attaquer le réseau électrique ukrainien. Elle aurait ensuite investi près de 200 millions de dollars dans des missiles solaires perfectionnés pour défendre Moscou. Ils ont perdu des millions supplémentaires en raison des pertes de revenus pétroliers et de redevances aéroportuaires. Leur facture totale pour la nuit s'élève à environ 250 millions de dollars. Quant à l'Ukraine, l'opération de riposte massive menée par les forces spéciales contre les Sand Drones a coûté environ 2 millions de dollars. Ils ont échangé 2 millions de dollars contre un quart de milliard. Cela représente un retour sur investissement de plus de 5 pour 1. On ne trouve ça nulle part ailleurs. On les obtient lorsque des personnes brillantes et déterminées sont poussées à bout et décident de se battre plus intelligemment et non plus durement. La nouvelle de l'attaque se propage à travers le monde. Face à l'efficacité remarquable du programme de drones ukrainien, l'Union européenne s'engage à débloquer 1 milliard d'euros supplémentaires. Cette opération met en lumière un enseignement essentiel des conflits modernes: la force brute et les armes coûteuses ne garantissent plus la victoire. Innovation, audace et volonté de transformer un camion de pommes de terre en arme stratégique, voilà ce qui permet de gagner les guerres au XXIe siècle. Il ne s'agissait pas simplement d'une frappe militaire. C'était un coup de maître stratégique, une démonstration magistrale, prouvant que l'intelligence et l'innovation triompheront toujours de la force brute. Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat, mais la taille du combat dans le chien. Si vous admirez le génie de cette opération, cliquez sur « J'aime ». Et si vous voulez voir ce qui se passera la prochaine fois que Poutine commettra une grosse erreur, abonnez-vous, car vous savez qu'il y en aura une prochaine.